Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 5e épisode de Salade Verte. Marie Chéron, tu es experte de la mobilité durable. Bonjour Marie. Bonjour Antoine. Comment tu vas? Très bien. En tout cas, merci de prendre du temps à ce podcast pour nous exposer un peu tous les enjeux de la mobilité durable. Je te refais un peu le topo. Salade Verte, c'est en 3 parties, entrée, plat, dessert. Donc en entrée, on aura des questions plutôt sur ton parcours académique, universitaire. En plat, on va plutôt parler du coup de la mobilité durable, de ses impacts sociaux. On va peut-être parler aussi de l'impact de l'avion, de la voiture, de la mobilité de demain. Et en dessert, des questions un peu plus personnelles, hors cadre, pour finir un peu plus en douceur. Est-ce que c'est OK pour toi? C'est parfait. Alors on commence par l'entrée. Est-ce que tu peux te présenter les différentes étapes professionnelles de ta carrière? Alors, donc moi, c'est Marie Chéron. Je travaille aujourd'hui chez TNI, Transport et Environnement, qui est une fédération d'ONG européenne. Et avant ça, j'étais à la Fondation Nicolas Hulot, où je suis restée 6 ans. Et c'est là où j'ai commencé à travailler sur les transports, la mobilité. Je travaillais sur le vélo, sur le véhicule électrique, l'emploi dans l'industrie automobile, etc. Donc je travaille sur la mobilité depuis à peu près maintenant 8 ans. Mais sinon, ça fait beaucoup plus longtemps que ça que je suis dans les ONG. Et en fait, ça remonte à, je pense, à ma première expérience professionnelle que j'ai eue il y a longtemps. C'était un stage de fin d'études que j'avais fait au Vietnam, à Hanoï, où je travaillais sur l'aménagement de villages d'artisans en périphérie de cette métropole qui est en pleine effervescence. Et là, on m'avait demandé d'identifier des moyens d'aller vers un développement durable, alors que Hanoï, c'était un chantier géant avec des immeubles qui poussaient comme des champignons et sur des zones qui étaient vulnérables face au changement climatique, et où le trafic des voitures arrivait tout doucement et allait se substituer à un balai incessant de motos qui avait déjà remplacé les vélos, etc. Donc ça donnait des images un peu de cette transition déjà des mobilités, finalement qui est loin, mais c'était au début des années 2000. Voilà, réfléchir à ces questions-là au début des années 2000, c'était pas simple. Et donc j'étais rentrée en France en disant, moi je vais essayer de comprendre un peu mieux ce qu'on pourrait faire en termes de développement durable. Et j'étais rentrée dans une petite asso qui s'appelait 4D et qui travaillait sur le développement durable. Et là, j'organisais des débats, j'ai fait de l'animation de réseau avec des collectivités qui faisaient des agendas 21 locaux, puis après des plans climat. Et on a suivi aussi les négociations sur le climat à l'échelle internationale. J'ai travaillé sur l'adaptation au changement climatique, sur les limites de nos ressources, et après j'ai fait de la prospective. Bref, je suis restée 9 ans dans cette première structure où j'ai appris du coup pas mal de choses. C'est comme ça qu'après je me suis spécialisée en rentrant à la FNH sur les transports. Pourquoi se spécialiser dans les transports et pas un autre aspect de l'écologie ou de la transition écologique? C'est un peu le hasard d'être tombée sur une offre de poste avec de la prospective, parce que ça me plaisait de me dire, on va se projeter dans le futur et peut-être que ça va nous aider à pouvoir avancer. Et du coup, il y avait cette offre de poste qui comprenait de la prospective, mais qui était sur le véhicule électrique. Donc j'ai choisi ça et je suis tombée dedans. Là, je me suis mis à réfléchir à la voiture électrique, mais pas seulement à la voiture, au vélo, au transport en commun, etc. Et en fait, c'est un sujet qui est à la fois très technique, sur lequel je serais jamais allée peut-être d'instant, parce que je suis pas du tout ingénieure, moi. J'ai une formation en sociologie, en communication, mais pas du tout, j'ai pas du tout un background scientifique. Et pour autant, en fait, les mobilités, il y a beaucoup de représentations culturelles qui sont en jeu, et c'est ça qui est intéressant quand on veut changer. C'est vrai que c'est assez intéressant que tu n'aies pas un parcours d'ingénieur. Il y a des ingénieurs et puis il y a des personnes qui ont fait aussi sciences. Donc on est sur ce deux types de profils majoritairement. Mais moi, voilà, je suis arrivée à une période où dans les ONG, on recrutait pas encore tant que ça d'ingénieurs. Et puis après, j'ai appris sur le tas. Donc j'ai un profil très généraliste. Et pourquoi aussi cet attrait pour les ONG? C'était une vocation pour toi que tu as toujours voulu avant? Je pense que j'avais une sensibilité assez forte à l'environnement, à l'écologie. En fait, pour moi, la question s'est pas tellement posée. Je crois que j'aurais du mal de travailler au quotidien et de me lever pour quelque chose qui ne fait pas sens pour moi. Donc ouais, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la vocation. J'avais besoin d'aller vers une activité qui change les choses et qui donne un peu plus de sens à la société dans laquelle on est. Et ça a été une vocation que tu as trouvée lors de tes études ou c'était personnel à travers des lectures ou... Je pense à travers mes études déjà, parce que j'ai fait de la sociologie, mais c'est la sociologie, puis après j'ai fait de l'économie sociale et solidaire. C'est de l'économie hétérodoxe, c'était l'économie sociale et solidaire avec toutes les alternatives qui ont pour ambition de changer les choses. C'était dans quelle université? Moi j'ai été à l'université de Toulouse-Le Mirail et ensuite à la Sorbonne. À Paris 1? Oui, c'est Paris. Ok.
Ouais. D'accord. Ce que je te propose, c'est qu'on passe directement dans le vif du sujet. Je pense que c'est le plus important. Est-ce que tu peux nous faire un état des lieux un peu de l'impact de la mobilité sur les gaz à effet de serre et même en termes d'impact sur la biodiversité, l'impact sur les espaces naturels? Que tu me rappelles un peu de tous les chiffres clés concernant la mobilité. Bon, le premier chiffre clé qu'il faut retenir, c'est qu'on a 30% d'émissions de gaz à effet de serre en France, c'est les transports. Donc c'est une des principales sources d'émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi? Parce que tout simplement les transports majoritairement c'est des voitures, et si on rajoute les autres véhicules de type les bus ou même des trains qui roulent au diesel, donc en fait c'est le gros consommateur de ressources fossiles, c'est les transports. Autre chose à retenir, c'est que ces émissions, elles n'ont pas baissé depuis les années 90. En gros, tous les progrès qu'on fait en efficacité énergétique, parce que nos voitures d'aujourd'hui, elles consomment beaucoup moins que celles il y a 10, il y a 15 ans, et encore plus il y a 20 ans. Et bien pour autant, tous les progrès qu'on fait, enfin qui ont été faits, ne sont annulés par le fait qu'on a de plus en plus de voitures et qu'on va faire de plus en plus de kilomètres. Donc ça, c'est important à avoir en tête. Donc 30%. Ensuite, c'est une source majeure de pollution de l'air, de trafic. Et donc là, notamment dans toutes les zones urbaines, tout là où il y a des nœuds de trafic. Donc là, on parle des NOx, donc tout ce qui est oxyde d'azote, qui ont un impact assez sévère sur la santé, et les particules fines. Alors, les particules fines, c'est 48 000 morts par an. Okay. Deuxième chiffre à prendre en compte sur la pollution de l'air. Il y a un troisième chiffre, c'est en ville, les voitures vont occuper jusqu'à 50% de l'espace urbain. Parce que quand on parle d'impact environnemental, on parle aussi d'occupation de l'espace. Et puis ensuite, c'est une source de bruit. C'est la première source de stress en Europe, c'est le trafic routier. Ah, ok. Et ensuite, quand on parle d'infrastructures de transport, on va parler des routes, on va parler des voies ferrées, etc. Elles sillonnent notre territoire. En France, c'est le pays en Europe où il y a le réseau routier le plus dense. Et du coup, tout ça, ça fractionne le territoire. Et donc, ça fractionne les espaces de vie pour les autres êtres vivants, pour la faune essentiellement. C'est quelques-uns des impacts qu'il faut avoir en tête. Autre question, en gros, si j'ai bien lu, sur les 30% de gaz à effet de serre des transports, on a la moitié qui sont dus à la voiture, c'est ça? Alors, un petit peu plus. Sur les derniers chiffres, c'est 54% des émissions du transport routier qui sont dues aux véhicules particuliers en France. Ensuite, on a les véhicules utilitaires, et dans les véhicules utilitaires, ça c'est 16% de toujours ce même paquet de transport. Et les véhicules utilitaires, c'est les petites fourgonnettes, c'est les moyens et les gros utilitaires, et tout ce qui est véhicules aménagés spécialisés. On a une partie qui est de l'ordre de 23%, c'est les poids lourds. Et puis on a 1% pour les deux roues. Et ensuite, on a un petit paquet qui est à 6% et qui comprend le ferroviaire, l'aérien, le maritime et le fluvial. L'aérien, c'est 4% des émissions du transport parce qu'on prend que les vols domestiques. Et par contre, le transport ferroviaire, c'est 0,3%. Et le transport marin, c'est combien? Le transport maritime, c'est 1%. Mais pareil, on ne prend pas en compte les émissions internationales. J'aimerais qu'on se consacre peut-être au gros du gros, c'est la voiture. Depuis plusieurs décennies, en gros, la voiture est montée en puissance. Quelque part, elle a fini par couvrir une majorité de besoins de mobilité. Et on a adapté nos modes de vie à la voiture. Ce qui fait qu'on est allé aussi habiter de plus en plus loin de nos lieux de vie. Donc il y a eu ce phénomène d'étalement urbain, qui s'explique aussi par les politiques de logement, qui sont plus chères dans le centre-ville, moins chères ailleurs. Enfin bref, il y a plein de facteurs. Mais du coup, la voiture, elle est vraiment rentrée dans nos modes de vie. On en a besoin. On en a besoin pour aller bosser, on en a besoin pour aller faire nos courses, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça crispe autant. C'est que si on voulait enlever la voiture, eh ben, on enlèverait la capacité des gens à se déplacer avec, et donc à aller travailler, et donc à accéder aux services, et donc à pouvoir aller chez le médecin. Comme on n'est pas égaux, ça réveille des tensions. Donc on peut en limiter l'usage, oui. Comment? C'est pas simple et ça va se faire sur du temps long. Ah, surtout, il n'y a pas de baguette magique. Il va falloir combiner différentes politiques publiques. Et donc, celle qui va prendre le plus de temps, c'est la nécessité de revoir nos politiques d'aménagement pour favoriser la proximité et faire en sorte qu'on n'ait pas forcément besoin de la voiture pour aller faire ses courses, pour aller bosser, etc. La deuxième, c'est peut-être aussi de changer les usages de la voiture. On utilise la voiture, par exemple, un premier chiffre, c'est qu'on utilise la voiture essentiellement tout seul. Le taux moyen de passagers, c'est 1,2 passagers par voiture, alors qu'on est dans des voitures où il y a 400 places. 86% des gens qui se déplacent pour aller bosser le matin, ils sont tout seuls dedans. Et ils vont passer pas mal de temps. En plus, dans les embouteillages, il y a une majorité de Français qui vont dire qu'ils sont fatigués par cette situation. On l'utilise y compris pour des trajets où c'est pas la peine d'avoir une voiture de moins de 1 km, donc c'est une petite distance. En fait, il y en a une partie, 42%, qui va être faite en voiture. Et donc là, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on utilise la voiture pour des trajets si courts? Ça va être parce qu'on peut pas le faire autrement, ou parce qu'on dépose, par exemple, vous déposez votre enfant à l'école, ou vous allez faire une course et puis après vous allez chaîner vos déplacements, ce qu'on appelle chaîner. La problématique, c'est que souvent, on se rend compte que ces déplacements pourraient être faits à pied ou à vélo. Mais en fait, la voiture a pris tellement de place qu'en fait, il n'y a plus de trottoir, ou le trottoir, il est large. Vous pouvez pas vous croiser à deux ou circuler à deux de front, parce qu'il n'y a pas la piste cyclable, donc vous n'allez pas prendre le risque de faire un trajet à vélo si vous risquez de perdre votre
notre vie. Donc voilà, la voiture a pris de la place et s'est imposée. Donc c'est là où, quand on parle de partage de la rue, en gros, ce qu'on dit, c'est que il y avait ça comme place pour la voiture, tout a été donné à la voiture, on va redécouper le gâteau. Et là, du coup, ça peut créer des conflits, comme on le voit dans les grandes villes. Du coup, les automobilistes râlent parce qu'il y a pas cette place, et ça crée des conflits avec les cyclistes, etc. Et avec les scooters, si on rajoute, voilà, les piétons et les trottinettes, on n'a pas fini. Mais c'est ça qui se joue en ce moment. Donc c'est aussi normal que ça puisse créer des conflits. En fait, pour limiter l'usage de la voiture, il faut repartager l'espace. Et c'est pour ça que j'avais donné en intro le chiffre des 50% d'espaces publics en ville qui sont dédiés à la voiture. Quand on réduit la place de la voiture, en fait, il y a vraiment de l'espace à récupérer pour les autres façons de circuler. Et comment on fait pour faire accepter socialement, parce que maintenant, la voiture, c'est quand même devenu un bien essentiel, un bien même de quelle classe sociale on vient. Donc comment on fait pour psychologiquement faire changer les choses, changer les imaginaires en fait? La voiture est un objet qui reflète le statut social, mais parce qu'on en a fait quelque chose qui reflète le statut social. Par exemple, dans le fonctionnement des entreprises, les voitures de fonction qu'on va attribuer, les modèles qu'on attribue sont relatifs au statut dans l'entreprise, typiquement. Et c'est un avantage en nature qui vient compléter la rémunération. Et du coup, il y a toute cette culture de statut professionnel sur lequel est venue se greffer la voiture. Donc c'est des changements, ça, qui sont culturels, et donc c'est pour ça que ça doit venir aussi des entreprises. Pourquoi elles le feraient? Je veux dire, c'est vrai, on pourrait se dire, elles n'ont aucune raison de le faire. Sauf qu'aujourd'hui, elles le font aussi parce qu'elles sont soutenues par un système fiscal. C'est-à-dire que la fiscalité pour les entreprises donne un avantage à fournir une voiture de fonction, parce que ça va être considéré aussi comme un avantage en nature, donc il y a pas de fiscal, ils ne payent pas, etc. À partir du moment où on remet une fiscale un peu plus cohérente, en gros on a besoin vraiment de limiter l'usage de la voiture, si on remet la fiscalité à l'endroit, on peut faire évoluer ces représentations et les comportements. Ça prend un petit peu de temps, ça nécessite d'accompagner les entreprises, ça nécessite qu'il y ait un portage politique qui soit assez fort, et puis que ce soit voté par des lois. Mais ça, typiquement, ça fait pas assez. C'est pareil dans les villes. Si vous avez des politiques d'apaisement qui accompagnent, voilà, c'est de la piétonisation, c'est du ralentissement de la circulation, c'est le fait de mettre des pistes cyclables, c'est le fait d'avoir des transports en commun qui fonctionnent. Quand il y a tout ça, les gens, ils acceptent de prendre moins leur voiture. Et c'est vrai pour la ville, mais c'est vrai aussi pour les plus petites villes et c'est vrai pour les territoires ruraux. Parce que je parlais des trottoirs typiquement qui sont souvent inexistants. Je crois que le pire, c'est dans les territoires ruraux et les petites villes. Les gens ne se sont même plus posé la question de mettre un trottoir. Sauf qu'en fait, finalement, on empêche les piétons de circuler. Il faut redonner de l'espace aux piétons et redonner de l'espace aux mobilités actives. Et en fait, quand on redonne de l'espace à ces mobilités, elles prennent vite la place qui est la leur. Il n'y a pas de raison qu'en fait... on se déplace moins à pied ou à vélo dans une petite ville par rapport à une grosse métropole. Par contre, il faut que les conditions de sécurité soient là. Sinon, on ne le fera pas. J'aimerais bien qu'on revienne sur le mythe voiture électrique versus voiture thermique. On entend beaucoup de choses là-dessus, dire que finalement la voiture électrique, elle est très gourmande en matières premières, notamment en cuivre ou en métaux. Est-ce que la voiture électrique est moins intéressante écologiquement que la voiture thermique? Est-ce que tu peux nous faire vraiment un état des lieux et mettre fin à ce débat éternel? Alors, c'est un débat éternel, je l'admets, depuis que je travaille sur ce sujet. Les questions n'ont pas faibli. Et pour cause, parce qu'il y a un vrai sujet derrière. Donc en gros, il faut comparer ce qui est comparable. Quand on compare la voiture électrique et la voiture thermique, il faut comparer le fait de s'approvisionner avec du pétrole ou le fait d'utiliser une batterie et de l'électricité. Donc on est sur un débat énergétique. La question qui est liée au changement climatique, c'est de dire il faut sortir des carburants fossiles, sinon on n'arrivera pas à atteindre nos objectifs climatiques. Donc il y a un impératif derrière le basculement vers l'électrique. L'électrique est la techno la plus mature qui permet de répondre à ça. Après, est-ce qu'il y a un risque de passer d'une dépendance au pétrole à une dépendance à des ressources minérales qu'on n'a pas chez nous en Europe, puisque l'Europe n'est plus une puissance minière. Donc ça veut dire qu'on va dépendre de métaux qui sont effectivement extraits dans d'autres pays. Donc quand on va parler du lithium, du cobalt, en fait, on va s'approvisionner en Amérique latine, en Australie et en Chine. Le marché des métaux, c'est quelque chose qui est très hégémonique, c'est-à-dire qu'il y a quelques gros pays qui dominent. Et c'est vrai que la question de la souveraineté européenne se pose de manière assez forte. Et c'est pour ça qu'il y a autant de plans industriels et une volonté de l'Europe de revenir sur ça. Alors, réouvrir potentiellement des mines et recréer la chaîne de valeur de transformation des métaux sur son territoire, même s'il y a des métaux qu'elle n'a pas sur le territoire européen. Donc, il y aura une partie de la dépendance qui va rester et il faut qu'elle fasse ça aussi, c'est-à-dire développer sa capacité de recyclage. Et c'est pas quelque chose qui se crée en 5 ans, c'est quelque chose qui se crée en 15 ans, 20 ans, sur un cycle qui est beaucoup plus long. Donc, il y a effectivement ce défi-là. Est-ce que les activités minières sont plus propres que le fait d'aller extraire du pétrole? Pas forcément. Après, il y a un peu plus de marge de manœuvre.
C'est-à-dire que, donc d'une part, on peut produire chez nous, en extrayant chez nous, avec des normes environnementales et sociales qui soient meilleures que celles qu'on a à l'autre bout de la planète aujourd'hui. Alors qu'on a aujourd'hui un secteur minier qui est largement dérégulé. Donc on peut améliorer les pratiques sociales et environnementales, c'est-à-dire maîtriser les impacts sur les sols, sur les ressources en eau, sur la biodiversité, dans les mines directement. Mais il n'y aura jamais de mine propre en soi, ça n'existe pas, une mine propre. À partir du moment où on veut consommer, où on veut des véhicules, et ben, il va falloir aller chercher des métaux. Ce qui fait que derrière, la question qui se pose, c'est on veut des voitures électriques, mais est-ce qu'on veut toujours plus de voitures? Et c'est là où le débat se détache de thermique électrique. C'est la question, c'est quelles sont les voitures qu'on veut demain et combien on en veut? Alors, quel volume? Est-ce qu'on veut avoir toujours plus de voitures, par exemple? Donc ça, c'est une question qui est intéressante et c'est vrai que typiquement, là, il y a eu un débat dans le cadre de l'ouverture de la mine de lithium dans l'Allier, parce que la France a un projet de mine de lithium. Alors, c'est sur une mine qui existait déjà, hein, c'est du kaolin, donc la mine existe déjà, mais ils ont aussi du lithium. Donc, le kaolin, aujourd'hui, ils font de la céramique avec, c'est une production qui est relativement limitée. S'ils veulent faire du lithium, ils vont devoir agrandir la mine, aller creuser un peu plus profond, etc. Et c'est un autre produit. Mais du coup, ils ont le soutien, le gouvernement là-dessus, parce que derrière, il y a l'enjeu, il y a 4 gigafactories dans le Nord. Donc, ils se disent, bah, c'est intéressant. Et ça, qu'est-ce que ça dit? Il y a eu tout un débat public avec une opposition au projet. Et dans l'opposition au projet, il y a un message que j'entends et je pense que c'est très intéressant de l'avoir aujourd'hui. C'est les gens disent d'accord, nous on veut bien, mais c'est pas pour produire des SUV en fait. Tout ça pour une industrie auto qui produit des véhicules de plus en plus gros, de plus en plus lourds. Et nous, c'est pas de ça dont on a envie. Et ça, c'est intéressant parce que finalement, le retour de la question minière nous force à nous poser la question de qu'est-ce qu'on veut, pourquoi on produit, est-ce qu'on en a réellement besoin et est-ce qu'on ne devrait pas être plus sobre. Et là, pour moi, ça, c'est intéressant. Et si ça nous force à nous poser la question de ce qu'on produit et pourquoi, et jusqu'où, alors quelque part, bah, c'est bénéfique de produire chez soi. Et c'est pour ça que moi, je trouve ça assez favorable de se mettre face à ça. On veut des voitures? Bah, très bien, mais regardons et assumons les conséquences de cette consommation-là. Parce que c'est pareil pour le pétrole, hein, c'est la même chose. Les puits de pétrole, ça n'a jamais été propre. Ça dévaste un certain nombre de territoires, notamment, je pense à certains territoires en Afrique, en Angola. Et pourtant, on se pose jamais cette question-là. On le voit pas. C'est important de regarder honnêtement les impacts qui sont ceux de nos modes de conso et de notre mobilité. Enfin, pour moi, je pense vraiment que la transition vers l'électrique sera bénéfique si elle nous amène à aller vers des véhicules qui sont plus légers, parce qu'on aura mis moins de matière dedans, donc on aura été extraire moins de matière, avec des batteries plus légères. On n'a pas besoin, c'est pas vrai, d'avoir tous 500 km d'autonomie, alors qu'en moyenne, on en fait moins de 50 par jour. Enfin, on ne doit pas dimensionner nos véhicules pour un trajet qu'on va faire une fois par an. Peut-être qu'on peut le penser autrement, ce trajet. Si l'électrique arrive à faire bouger ça, eh ben, ce sera une avancée. Mais c'est compliqué, mais il va bien falloir le faire parce que nos ressources sont limitées. Et que ça va nous coûter cher en énergie. Il y a aussi un truc, c'est ce mur énergétique. L'extraction de métaux, elle est très consommatrice en énergie et qu'à un moment donné, on a des capacités qui sont limitées. Ouais, c'est ça. On va pas remplacer une flotte de, je sais pas, il y a combien de, je crois que c'est 1 milliard de voitures thermiques dans le monde, 2 milliards. Donc en fait, le but, c'est pas de se dire on va remplacer ces 2-3 milliards de voitures thermiques par des voitures électriques. En fait, c'est pas possible physiquement en termes de quantité de matériaux, quoi. En fait, ça n'a pas de sens par rapport à la quantité de matière, ça n'a pas de sens par rapport à la quantité d'énergie qu'il nous faut pour faire rouler ces véhicules, ça n'a pas de sens par rapport à nos aspirations même, parce que quand on regarde en détail dans les enquêtes qu'on mène, par exemple le baromètre des mobilités du quotidien, qui a été publié en 2020, 2022 et là 2024. On observe bien dans les détails, on a testé comme le ressenti des gens. Quand ils font trop de transport, enfin, personne aime rester des heures coincé dans des embouteillages, faire 2 heures de trajet pour aller bosser. En fait, ça fatigue et c'est pas, je pense pas que ça fasse partie des aspirations des gens. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudrait pouvoir mettre un peu plus en avant. Tout le monde a envie d'aller travailler, tout le monde a envie de pouvoir accéder à des services de santé, donc parfois, oui, il faut faire 60-80 km pour pouvoir accéder à ces services-là. On a tous envie d'aller en vacances, etc., donc de bouger. Mais la frénésie de faire tout le temps ces kilomètres, c'est perçu comme aussi quelque chose d'assez fatigant et éreintant. Il y avait des sondages intéressants de ce point de vue-là à la sortie du Covid sur le besoin de proximité, d'avoir plus de proximité, de vivre, de passer moins de temps dans les transports, de faire moins de kilomètres inutiles. La mobilité, parce qu'il y a tout un débat sur la mobilité, c'est la liberté, etc. Enfin, c'est la liberté et tant que elle est choisie. Mais à partir du moment où elle est contrainte, elle est subie. Et donc, il y a un vrai truc là-dessus. Je pense que les générations
nouvelles sont moins attachées à la voiture individuelle et moins disposées à faire des kilomètres et des kilomètres pour aller bosser. Donc c'est des choses qui vont changer aussi avec le temps. Et par exemple, typiquement, pourquoi on décide pas de limiter le poids des voitures électriques? Parce qu'on voit qu'actuellement, la majorité des voitures électriques qui sont vendues, c'est des SUV, qui sont donc très lourds. Pourquoi on met pas en place une régulation pour dire, bah écoutez, aux constructeurs, vous n'avez pas le droit de construire des véhicules de plus de tant kilos, je sais pas. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de régulation dessus. On a quelques pays qui ont mis un malus au poids, c'est le cas de la France, mais il n'y a pas de régulation. Il faudrait, pour vraiment toucher à la prod, il faudrait une régulation européenne, ou au niveau américain, ou au niveau chinois. Sur ces 3 pays, il n'y a pas. Pourquoi? Je pense que pour l'instant, ça créerait une levée de bouclier de la part des constructeurs. Clairement, le rapport de force n'est pas simple. Il y avait de toute façon une tendance à avoir des véhicules qui sont de plus en plus lourds. Cette tendance-là, elle est thermique ou électrique, la question ne se pose pas, c'est lié des véhicules de plus en plus lourds. Ce renchérissement du poids du véhicule, il est lié à la fois parce que nos véhicules sont mieux équipés, y compris pour des questions de sécurité, hein. Et puis pour des questions de... Enfin, il y a sécurité et de l'autre côté, c'est confort. C'est-à-dire qu'on a... Le SUV, c'est vraiment un sport utility véhicule, c'est un véhicule qui est un peu plus large, un peu plus empâté, un peu plus haut, pour des questions de confort. Donc en gros, les constructeurs, il y a une question marketing derrière, je vends des véhicules qui sont plus confortables, et il est plus facile de rentrer dedans, plus facile d'en sortir, avec une population qui attend quelque chose de plus confortable pour elle. Donc il y a l'argument marketing, il est derrière. Pourquoi il n'y a pas de régulation pour l'instant? Parce que de toute façon, les constructeurs, ils ont pris cette ligne du SUV parce que le SUV est plus rentable. Ils ont fait évoluer leur ligne de production, ils ont des plateformes de production qui sont plus souples et plus flexibles en fonction des modèles, donc ils vont faire du SUV sur tous les différents gammes. Et en fait, même les petits, même vous prenez les petits modèles, C3, c'est du SUV. C'est ce qu'on appelle SUV parce qu'elle est relevée. Et si vous prenez par exemple la R5 de Renault qui va sortir, la nouvelle R5 électrique, et que vous la comparez par rapport à celle qu'il y avait dans les années 80, bah, vous les mettez côte à côte, c'est pas du tout le même format. Il y en a une qui est beaucoup plus grosse, plus volumineuse et plus haute. Donc on a un grossissement généralisé de tous les véhicules. Avec ça, à l'intérieur, donc il y a plus de matériaux, il y a plus d'équipements, il y a plus de confort, plus de sécurité, c'est plus cher. Donc ça rapporte plus. Et en fait, les constructeurs sont rentrés dans l'électrique, pas par des petits modèles. La Chine avait fait ça. La Chine, ils sont rentrés dans l'électrique avec des petits modèles bas de gamme, d'entrée de gamme. Les Européens, ils sont rentrés dans l'électrique par le haut, donc avec des modèles haut de gamme. L'argument, c'était de dire, on va rentrer, on va tester des technologies, on les met en haut de gamme parce que ça nous rapporte plus et on les teste comme ça. Et après, on les industrialisera et on les mettra sur une... C'est schématique ce que je dis, mais en gros, c'est ça. Ils sont rentrés dans l'électrique par le haut de gamme. Même s'il y avait le format Zoé, en fait, le nombre de véhicules d'entrée de gamme était léger. Et même la Zoé était bien plus chère, hein, elle était à 30 et quelques mille. Sauf qu'au bout d'un moment, ils se prennent un mur, quand même, les constructeurs. Il faut se le dire. Et aujourd'hui, ils ont bien la tête dans le mur. Je suis désolée pour eux. Mais la réalité, c'est que, en fait, à cibler le haut de gamme, ça leur a permis d'avoir des profits records, quand même, depuis quelques années, de faire décoller le marché de l'électrique. Parce qu'il y a eu pas mal d'aides aussi dans les pays. Donc, on est arrivé sur le marché des particuliers en France, c'est 20%. Hein, donc, une voiture sur 5 qui était vendue en électrique. Donc, ils ont fait décoller le marché. Sauf qu'au bout d'un moment, ça stagne. Parce qu'en fait, ils sont pas sur le marché de masse. Et s'ils veulent le marché de masse, il faut qu'ils arrivent avec des véhicules plus abordables. Et s'ils veulent des véhicules plus abordables, il faut qu'ils aillent moins cher. Tu veux qu'ils aillent moins cher, il faut aller plus léger, avec moins de matière. De fait, on n'aura pas tellement de changements de ce côté-là. C'est que le prix de l'énergie est important. Enfin, c'est un des postes de coût très importants quand on produit l'électricité. Donc, il ne faut pas tabler non plus sur une baisse des prix drastique. Il va y avoir une baisse des prix d'électrique liée aux économies d'échelle et aux montées en volume, mais on reste sur le prix des matières premières va baisser un peu, mais pas tant que ça. Donc, ça va rester un peu cher. Donc, il faut forcément qu'ils aillent sur des véhicules qui soient aussi plus légers s'ils veulent conquérir le marché de masse. Mais c'est ça qui se joue là sur l'année prochaine, 2025. Il faut absolument... Les constructeurs sont contraints de faire plus d'électrique, d'en vendre plus par rapport au thermique, donc de vendre moins de thermique. Et donc pour vendre plus d'électrique, il faut qu'ils élargissent le marché et il va falloir qu'ils mettent des petites voitures. C'est pour ça qu'il y en a plusieurs constructeurs qui vont sortir des petits modèles de véhicules. Donc il y en a 7 qui arrivent sur le marché typiquement en Europe l'année prochaine et qui sont censés... Quand on pense à la mobilité, on pense aussi au train et à l'avion. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi donc en fait on a un peu tout ce discours à dire il faut substituer l'avion par le train, mais on a vu une étude d'Oxfam qui montre qu'en fait un billet de train c'est 2,5 fois plus cher qu'un billet d'avion en moyenne. Il y a plusieurs chiffres et plusieurs études qui le montrent, et puis un simple test sur Google en 3 minutes le prouve. Hein. Quand on cherche un billet de train, c'est compliqué, surtout quand on veut voyager en Europe, c'est pas toujours évident, c'est cher, c'est pas les mêmes systèmes, c'est pas harmonisé, donc c'est beaucoup plus complexe que de prendre un vol et de se dire « Ah, j'ai trouvé le bon plan à 70 € mon billet pour aller à l'autre
de l'Europe. Donc oui, il y a un vrai sujet là-dessus. Il y a deux choses. Un sujet sur lequel les ONG sont pas mal battues, on n'a jamais réussi à avoir gain de cause, c'est le fait que, en fait, vous avez une taxation sur l'utilisation des produits énergétiques qui s'appelle en France la TICPE. Secteur aérien est exempté de taxes sur le kérosène. Et donc en fait, quand vous faites mettons un exemple tout simple d'un vol, d'un trajet qui serait, je sais pas, un Paris-Bordeaux. Si vous le faites en voiture diesel, vous payez de la taxe. Mais si vous le faites en avion, vous ne payez pas. Vous êtes exempté. Donc il y a un profond sujet d'inégalité là-dedans. Et d'inégalité et inégalité sociale, puisque globalement, les catégories sociales qui prennent l'avion sont des catégories sociales plus aisées que celles qui restent dépendantes de la voiture, simplement. Donc il y a ce problème d'inégalité et puis qui renvoie à un contresens écologique majeur. Alors, en fait, on a un système aérien où il n'y a pas de régulation, sachant qu'il n'y a pas de prix plancher sur les prix des billets d'avion. Ça avait été demandé à une période et c'est pas passé. Donc on a toujours des billets d'avion à 29 €, 30 € pour aller pareil, à l'autre bout de l'Europe, ce qui peut poser question. Et puis, il n'y a pas de prix plafond sur le train. Donc, on a deux systèmes économiques. Le ferroviaire qui relève d'une entreprise semi-publique, monopolistique, même si elle s'ouvre à la concurrence à très longue distance, ça reste à la SNCF. Et de l'autre côté, un système qui est dérégulé. Enfin, ça manque d'une politique de régulation des prix et d'application du principe pollueur-payeur en termes de fiscalité. Et typiquement, vous prenez le train, il y a des questions aussi sur le train, sur les tarifs de péage, par exemple, qui sont très importants, et puis une politique tarifaire qui est celle qu'on connaît et qui pose des problèmes. Qu'est-ce que tu réponds, par exemple, il y a certains économistes, on va dire libéraux, qui disent que l'ouverture à la concurrence du rail, ça va faire baisser les prix. Moi, je pense que ça a la possibilité de faire baisser les prix. Ce qui peut être intéressant dans l'ouverture à la concurrence, elle est bien faite, c'est quelque part ça transforme le modèle économique. Ça le rend nécessairement plus transparent qu'un modèle qui est monopolistique. Enfin, c'est important de faire évoluer cette organisation économique du ferroviaire en France. Pour l'instant, c'est difficile. On voit par exemple qu'une société comme Railcoop finalement a échoué. C'était une société qui voulait du coup proposer des trajets qui n'étaient pas proposés par la SNCF en se mettant sur des lignes qui n'existent pas, typiquement. C'était un Lyon-Bordeaux ou Lyon-Nantes, je ne sais plus, en transverse. Mais je pense que ça va finir par arriver. Il faut le temps juste que les acteurs économiques s'y mettent et qu'il y ait des nouveaux acteurs qui émergent. L'ouverture à la concurrence, ça peut aussi dire que les grosses lignes vont peut-être devenir moins chères, mais en fait, toutes les petites lignes où il y a moins d'affluence, en fait, elles seront pas rentables et du coup, il y aura plus personne qui voudra s'occuper de ces lignes-là, en fait. Ça dépend comment c'est fait, parce qu'il y a pas mal de petites lignes, effectivement, où il n'y a pas beaucoup d'effluence, etc. Mais, alors, il y en a peut-être qui doivent être fermées parce qu'il n'y a pas de potentiel. Mais il y a un certain nombre de lignes où il n'y a personne, juste parce que le train, il n'est pas en bon état, c'est désagréable d'être dedans, parce que les horaires sont mal fichus, parce qu'il va être toujours en retard, donc pas fiable, parce qu'il n'y en a pas assez, etc. Donc, en fait, je pense qu'il y a vraiment dans le ferroviaire un enjeu à prendre en compte les potentiels sur chaque ligne pour avoir un avis qui soit vraiment valable. Il n'y a pas de solution à appliquer à l'ensemble des petites lignes, parce qu'on est sur des affaires c'est très territorial. Et en fait, s'il y a une politique de mobilité qui est vraiment construite à l'échelle du territoire, qui prend en compte la ligne de train, qui articule la façon dont peut fonctionner cette ligne de train, les horaires, les dessertes, etc., à une politique ensuite de la construction de parking, à un système de billettique facilité, au fait de pouvoir embarquer les vélos, au fait d'être connecté aux pistes cyclables, etc., au réseau de transport en commun qui peut desservir au bon horaire, là, ça peut fonctionner. En fait, dans les faits, on n'y est pas du tout. C'est-à-dire que le rail fonctionne tout seul, la plupart du temps, en silo. Et donc, quand vous arrivez avec votre train qui est en retard, la connexion avec le bus, elle est partie. Il n'y a pas moyen de garer son vélo extérieur. Il n'y a pas moyen de... Personne n'habite juste à côté de la gare. C'est très peu. Donc, il y a vraiment besoin de le connecter au reste. Et ça, en France, c'est trop faible de ce point de vue. Donc, il y a vraiment une politique de connexion. Sauf que, en fait, on a des acteurs qui travaillent chacun dans leur coin. C'est un peu l'enjeu de la loi mobilité qui avait été votée en 2019, de faire en sorte qu'il y ait des collectivités se saisissent mieux de cette compétence et qu'elles fassent travailler les acteurs des différents modes de transport ensemble. Mais ça avance doucement. Il y a eu le Covid, il n'y a pas forcément d'homogénéité dans cette prise de compétences au niveau national. Donc c'est un peu... Mais c'est là-dessus qu'il faut que ça avance. Mais c'est vraiment le train comme un élément d'un système de mobilité et pas le train tout seul. Bien sûr. J'aimerais qu'on revienne peut-être sur l'avion et sur le rôle des imaginaires autour de l'avion. On est souvent abondé de publicités, que ce soit dans le métro, à la télé, par des
des vols long courrier ou petit courrier qui sont très peu chers. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire aussi au niveau de la publicité et donner de nouveaux imaginaires à nos psychologies? Oui, complètement. L'avion pas cher pour partir en week-end, 2 jours sur place à l'autre bout de l'Europe ou sur une île. Il y a quelque chose qui interroge et effectivement, c'est difficile de dire qu'on peut changer les comportements si en même temps on accepte les injonctions contradictoires. C'est un vrai problème, hein. C'est le cas sur l'avion, c'est le cas sur la voiture où les pubs sont remplies de paysages, grandeur nature et de vie familiale heureuse à l'intérieur de l'habitacle et qui sont totalement contradictoires avec les impacts réels de ces modes de transport. En fait. C'est très difficile de réguler la publicité aujourd'hui. C'est toujours le même argument, de toute façon, c'est l'argument économique, c'est des emplois qui vont disparaître si on met fin à ces pubs-là. Enfin, c'est toujours ces arguments-là, un peu des lobbies, on va dire, industriels. C'est un peu le problème de l'aérien. C'est l'aérien a une courbe de trafic qui est sans cesse ascendante. Sauf qu'on sait qu'en gros, si on maîtrise pas, si on revient pas d'abord à une capacité à maîtriser l'évolution du trafic, et ensuite de dire en fait il va falloir baisser le trafic, on n'y arrive pas. Sauf que ça c'est complètement contradictoire avec la logique le business model en gros des compagnies aériennes. C'est pour ça que certains aéroports, alors c'est le cas de Schiphol, a dit en fait on va limiter le nombre de vols par an qui décollent de notre aéroport. Mais c'est une contrainte qui est très forte. Ça veut dire qu'aujourd'hui vous faites décoller, je sais pas, X avions par semaine, et en fait l'année prochaine, ce ne sera pas plus. Et vous allez devoir faire des choix. Alors, je pense qu'aujourd'hui, les compagnies s'arrangent pour avoir de toute façon une croissance puisqu'elles partent de différents aéroports. Mais globalement, la contrainte, elle est là. Sauf qu'en fait, notre économie n'a pas de business model. Ces acteurs-là économiques n'ont pas de business model qui soit compatible avec le fait d'avoir une courbe de trafic ou de vente qui soit flat, voire en décroissance. Ça voudrait dire qu'il faut qu'elles aient d'autres relais de croissance qui soient immatériels et non impactants par l'environnement. Et ce qui est compliqué. Et c'est pareil sur la voiture, hein. Tous les débats qu'on a sur le secteur va mal, c'est à cause de l'électrique. Non, c'est pas le secteur va mal et c'est à cause de l'électrique. L'électrique est le principal relais de croissance. Simplement, sur le secteur, le marché automobile, vous avez une courbe qui est flat en Europe. Les gens ont on a déjà mis des voitures partout, les ménages sont suréquipés et les États payent en plus les gens pour acheter des voitures. C'est quand même... Sauf qu'en fait, les taux de croissance sont insuffisants au regard des objectifs financiers qui sont aussi fixés par les investisseurs, etc. Donc c'est compliqué, c'est un renversement de business model. Là, c'est un enjeu qui est hyper important. Donc il faut qu'il y ait des pressions de la part des consommateurs. Pour moi, sinon, ça peut pas marcher. Mais il faut qu'il y ait aussi des actions de régulation de la part des États qui soient très fortes. Et aujourd'hui, c'est compliqué. Puis on arrive sur les sujets de croissance, décroissance. On peut faire la bascule énergétique, on peut dire que l'aérien, on peut trouver d'autres carburants, on peut utiliser moins de kérosène pour réduire les impacts, on peut faire des avions plus efficaces, on peut réduire les traînées de condensation, donc modifier les plans de vol pour avoir des réductions d'émissions de CO2. Donc on va grappiller à chaque fois une part des émissions de CO2. Mais globalement, si vous voulez un impact significatif, il faut maîtriser le nombre de vols. Tout simplement. Il n'y a pas de magie là-dessus parce qu'en gros, surtout pour l'aérien, vous n'avez pas de solution technologique type électrique ou même hydrogène, c'est pas vrai. En gros, pour l'aviation, vous avez les biocarburants et puis les carburants de synthèse. Ce sera en quantité limitée de toute façon. Exactement, ce sera en quantité limitée. On ne peut pas adosser un secteur économique tel que l'aérien avec des pratiques, des habitudes de consommation sur un potentiel énergétique qui serait limité. Tout en se disant que pour faire du business, pour que ce soit rentable, il faudrait que notre courbe de croissance elle augmente sans cesse. En fait, il y a une contradiction qui est inhérente à ce fonctionnement-là. Ouais, c'est croissance économique versus limite physique, c'est ça, hein? Exactement. À chaque fois, on en arrive aux limites physiques. On a beau trouver une solution, la solution technologique, elle est temporaire, elle est à moindre mal, mais elle n'enlève pas la nécessité, foncièrement, de changer de modèle. Quel rôle peut avoir l'hydrogène dans la mobilité? Est-ce que c'est crédible ou c'est pas crédible? Alors, en fait, si vous voulez l'utiliser dans le transport, par exemple dans la voiture, vous allez l'utiliser de deux manières différentes. Je vais dire 3 manières différentes. Soit vous l'utilisez via une pile à combustible, soit vous l'utilisez vous le transformez en carburant liquide, hydrogène, à combustion. Et donc là, ça peut être dans un moteur thermique classique, donc soit pile à combustible, soit moteur thermique classique, soit sous forme encore de e-fuel. Donc le e-fuel, c'est du CO2, de l'hydrogène, on transforme ça en carburant et on peut injecter ça dans des moteurs thermiques de voiture ou des moteurs d'avion. Pour les secteurs aériens et maritimes, les e-fuels, c'est une des seules solutions de décarbonation qu'on a. La production, telle que quand je vous dis qu'il faut
capter du CO2, mélanger ça avec de l'hydrogène, qui nécessite lui-même un process de production par électrolyse, qui est consommateur d'énergie. Ça veut dire que le e-fuel en lui-même, tout ce qui est carburant de synthèse, c'est très consommateur d'énergie à la base. Donc on peut en mettre dans les voitures si on veut, mais en gros, le bilan de consommation énergétique amont est nettement défavorable par rapport à tout simplement le fonctionnement d'un véhicule électrique. Donc en fait, dire qu'on va faire de l'hydrogène dans les véhicules particuliers, c'est un mythe. Surtout qu'en plus, il faudrait mettre des infrastructures de recharge en plus sur le réseau. Donc en fait, on a déjà le problème des infrastructures électriques. Si en plus il faut doubler avec les infrastructures hydrogène, on n'a pas fini. Est-ce qu'on doit en mettre dans les poids lourds? On se disait, pour les poids lourds, ceux qui font vraiment des très longues distances, ça pourrait être une solution, etc. Peut-être qu'il y aura des poids lourds à hydrogène, mais en quantité limitée. Et il y a peut-être d'autres solutions organisationnelles pour faire avec les poids lourds électriques qui, même s'ils auront une autonomie moins longue, peuvent s'organiser différemment pour pouvoir répondre aux besoins de longue distance. Donc peut-être un peu dans les poids lourds, certainement pas dans les voitures. Par contre, oui, dans l'aérien, dans le maritime, les e-fuels, il faut qu'ils soient là. C'est pour ça qu'il y a des organisations qui poussent pour qu'il y ait une production de e-fuels qui soit maîtrisée et qui soit plutôt faite sur le territoire européen plutôt que dans les pays en développement, là où ça a tendance à être fait aujourd'hui. Parce qu'en fait, pour produire des e-fuels, vous avez besoin d'énergie renouvelable de préférence pour produire l'électricité, puis par électrolyse, produire de l'hydrogène, puis capter du CO2 et mixer et produire votre e-fuel. Donc c'est très consommateur d'énergie. Et aujourd'hui, quand c'est fait dans des pays en développement, ça veut dire qu'on capte l'énergie produite par des renouvelables dans des pays en développement, alors que ces pays ont besoin de leurs ressources énergétiques, ils ont besoin de faire leur transition et du coup de venir capter une partie de leur production énergétique renouvelable pour des e-fuels, pour les besoins d'autres pays, ça peut être considéré comme du post-colonialisme et rien d'autre. Donc il y a ce débat qui est compliqué. Et est-ce qu'il y a des technologies qui sont émergentes ou qui existent déjà, mais qui sont l'avenir de la mobilité? Je pense au vélo électrique, peut-être au vélo cargo, des voitures low-tech, je sais pas, des choses comme ça qui font que... Tous les véhicules qui sont entre le vélo et la voiture, en gros. Parce qu'en gros, on n'a pas grand-chose jusqu'à présent. Donc le vélo électrique a pris une place très, très rapidement, en fait, en quelques années. Il y en a un peu partout et c'est très bien et c'est assez prometteur. Aujourd'hui, il y a des réflexions et des expérimentations sur des véhicules intermédiaires. Donc là, on est sur de petits véhicules, ça fait 3-4 roues. On va mettre 1, 2, 3 personnes max. Et puis avoir une capacité d'emport, un peu de charge. Du coup, ça peut répondre à pas mal de besoins avec des vitesses limitées. Donc ça, c'est des innovations qui peuvent jouer un rôle, ouais, effectivement, dans l'évolution de la mobilité. Ça partira peut-être de zones assez denses au démarrage, parce qu'on doit être aussi sur des zones avec des vitesses limitées. Mais ça pourrait aussi tout à fait se développer dans des zones rurales. Ça fait partie des technos... des choses qui peuvent un peu introduire des ruptures. Et après, pour vraiment une rupture, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment des politiques intégrées, c'est-à-dire mettre des parkings relais, connecter les horaires, avoir des politiques un peu plus cohérentes entre elles. On n'y est pas, ça demande un peu de boulot et c'est un peu moins sexy qu'un véhicule quand on en parle. Mais C'est vrai qu'aux Pays-Bas, typiquement, il y a des parkings de vélos qui sont de la même taille qu'un parking de voiture classique, mais là-bas, en fait, c'est que des vélos sur plusieurs étages et les infrastructures sont un peu adaptées aux vélos, en fait. alors, ils ont beaucoup plus adapté, ouais, beaucoup plus rapidement que nous. Donc, il y a plus de connexions et ils ont ça aussi en termes de parking relais voiture. Et apparemment, de ce que je voyais, on commence à voir arriver dans les pays du Nord les petits véhicules dits intermédiaires. C'est pareil, ça questionne aussi comment on partage la route. Parce qu'après, vous prenez l'exemple d'une, une départementale, ça roule à 90 entre deux villes, même si la portion n'est pas très longue, elle fait quelques kilomètres. Comment vous faites rouler les différents véhicules dessus? Est-ce que vous allez y aller avec votre véhicule intermédiaire, sachant que vous allez peut-être vous faire doubler par un camion qui, lui, roulera à 90? Je ne suis pas sûre que vous y alliez, parce que vous aurez peut-être peur pour votre vie. Et donc, la question du partage de la route peut venir un peu plus vite que prévu si on a ces véhicules qui arrivent. Ou alors, ces véhicules resteront bloqués parce qu'il y a cet obstacle. Si tu veux bien, on va passer à la dernière partie, au dessert, des questions un peu plus hors cadre, un peu plus personnelles. Première question que j'aimerais voir avec toi. Imaginons que demain, tu es ministre des Transports. Quelle politique tu mettrais en place en première? Je pense que je ferai un plan de financement pluriannuel. Alors, ça semble absolument pas sympa comme ça à première vue. Plan de financement pluriannuel. Mais parce que dans les ONG, on passe beaucoup de temps à réclamer chaque année, soit le maintien des aides, soit des nouvelles aides, soit des taxes sur le malus au poids, etc., sur le conditionnement des aides qui sont données à l'industrie automobile, etc. Et
Et ouais, je ferai un plan de financement pollueur-payeur qui comprendrait aussi les infrastructures de transport et les conditions dans lesquelles on accorde des investissements dans les infrastructures de transport. Donc ouais, un plan de financement pollueur-payeur compatible. Comment est-ce que tu perçois l'évolution de la mobilité durable dans 20, 30, 50 ans? Est-ce que tu penses que ça va dans le bon sens, que tu es plutôt optimiste? Alors je suis plutôt optimiste parce que sinon je pourrais pas faire ce que je fais et je pense que les choses ont quand même avancé. Moi depuis que je suis sur les transports depuis 2016, les choses elles ont avancé. Alors je dis pas, là on a des reculs, etc. Mais il faut pas être naïf, ça peut pas toujours être facile. Je pense que les choses vont progresser dans tous les cas. Globalement, on passe d'un système où il y avait une solution pour se déplacer, la voiture, essence ou diesel, c'était le seul choix, et débrouille-toi avec ça. Et puis sinon c'était fait du stop, vogue la galère ou prends un bus. On avance quand même dans quelque chose où on a un peu plus de choix. Aujourd'hui, c'est dans les villes principalement, mais c'est en train de se développer quand même dans un certain nombre de petites agglos et zones rurales. On peut prendre le vélo plus facilement. Et j'espère demain avec des véhicules plus légers. Peut-être que là où je suis le plus vigilante, c'est sur l'avenir du ferroviaire. Est-ce que toi, au quotidien, tu as changé tes habitudes de mobilité, même autre chose que la mobilité? Tu manges moins de viande rouge, tu prends plus l'avion, je sais pas, tu limites tes voyages en avion? Bah, c'est vrai qu'en bossant sur ces sujets-là, on a une prise de conscience qui est un peu récurrente. Peut-être sur la viande, ça m'a fait réduire vraiment beaucoup ma consommation de viande. Sur mes déplacements, j'ai jamais été une grande consommatrice de déplacements, si ce n'est en train. Donc j'ai jamais abusé sur les voyages en avion. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je prends l'avion, je réfléchis. Je sais pas depuis combien de temps, etc. Enfin, je considère que dans les comportements personnels, il s'agit de trouver le bon sens et l'équilibre. Est-ce que tu as un livre, un documentaire, un film, un podcast à recommander à nos auditeurs qui a attrait à l'écologie, à la mobilité durable, Bon, l'écologie, en général, il y a Chaleur Humaine. qui est un podcast du Monde? Ouais, qui est un podcast du monde, mais c'est un peu un classique. Sinon, moi, ce serait plutôt les podcasts, ça s'appelle Le Vivant, si je me Ok, trompe pas. je connais pas. Mais là, c'est vraiment plus sur la biodiversité et les animaux. Entre deux séances sur les infrastructures très techniques. Est-ce que toi, tu as une lecture qui t'a, on va dire, marqué? Ça date, hein, mais quand j'étais étudiante, c'est vrai que l'ouvrage de Polanyi, C'est la grande réencastrer transformation? Ouais, c'est la grande transformation. Pour moi, c'était mon approche économique de référence. Peut-être que ça date maintenant. Mais puis dernièrement, il y a tout ce qui est... c'est raviver les braises du vivant de Baptiste Morisot. Enfin, toute l'approche de Baptiste Morisot, je la trouve assez intéressante. Il y a quelque chose qui est très intéressant. J'ai oublié quand même. Des fois, les évidences nous échappent. Les livres de Philippe Biwix. Ah oui. Justement, sur cet aspect low-tech, Mhm. me semble un passage essentiel. Sur l'aspect aussi limite physique, c'est ça, hein. Oui, oui, tout à fait. Bah, elle est sur le low-tech et la nécessité de ne pas augmenter nos consommations de ressources. Est-ce que tu auras un conseil peut-être à quelqu'un qui veut débuter dans le militantisme écologique ou qui veut s'intéresser aux questions de mobilité durable? Ça, c'est pas une question facile. Bah, de venir travailler en ONG, c'est pas mal. S'impliquer aussi dans les collectifs locaux de transformation des pratiques. Je prends l'exemple du vélo parce que c'est un exemple qui a bien marché ces dernières années. Nous, on a travaillé au niveau national, donc on a fait en sorte que la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette, elle soit bien reconnue. Mais en fait, ce qui a fait que le vélo, c'est ce que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus puissants qu'avant, c'est l'investissement des assos locales. Et en fait, c'est sur le terrain que la transformation, elle est la plus visible et qu'elle peut être ressentie par tout un chacun. Et donc je trouve que le travail qui est fait sur le terrain par tous les collectifs, il est hyper important. Peut-être dernière question avant de terminer. Petites actualités sur ton activité, peut-être de ton asso, je sais pas. Alors, je n'ai pas encore de programme. Ce qui est important à suivre et ce conseil dans ce débat sur les mobilités, parce que les mobilités, elles sont souvent instrumentalisées. On a parlé des mythes ensemble qu'il y avait sur la voiture électrique, mais comme avant, il y avait des mythes sur le vélo, et ces mythes, ils existent toujours. Hein. Au début, quand on parlait vélo, on nous traitait d'hippies sortis des années 70, on se faisait mépriser. Voilà, même si le vélo est bien remonté, il a quand même pas mal souffert. Il y a beaucoup d'idées reçues sur les transports, et donc quand on parle mobilité, il faut toujours essayer de garder le bon sens, parce qu'on est dans un monde où les fake news sont de plus en plus nombreuses, que ce soit sur l'électrique et sur tous les autres modes de transport. Sur le rail, c'est pareil, je ne fais pas le topo, mais on raconte aussi un peu tout et n'importe quoi sur le rail. Voilà, il faut arrêter d'opposer les choses et voilà, être très vigilant dans les débats sur la mobilité, à ne pas vous laisser embarquer dans des faux débats et dans des fake news qui pullulent. Ce serait mon conseil pour l'année
25 à venir. C'est un très bon conseil. En tout cas, Marie, merci beaucoup pour le temps que tu as pris à répondre à mes questions. Peut-être qu'on se reverra pour un autre entretien à voir. Et en tout cas, merci beaucoup. Bah, merci à toi, Antoine, pour ce repas en 3 étapes. Entrée, plat, dessert. Merci pour tes questions. Je te souhaite une bonne année, fin d'année 2024 et un bon début d'année 2025. Marie, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.